C'est l'histoire d'un homme qui s'autoproclamait féministe, de gauche, et qui est aujourd'hui accusé d'agression sexuelle et de viol par des dizaines de femmes. Gérard Miller. Psychanalyste, évidemment, homme de culture, homme de gauche, homme de médias, médiatique même, devrais-je dire, qui donne souvent son avis sur beaucoup de sujets. Gérard Miller a été toute sa vie un professeur d'université respecté, ami de nombreuses célébrités, homme charismatique et éloquent. Aujourd'hui, il est accusé dans une enquête choc d'avoir profité de son aura pour manipuler et agresser de très jeunes filles, parfois mineures. Psychiatre Gérard Miller, accusé de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. C'était le psychanalyste le plus célèbre de France. Des femmes qui accusent Gérard Miller de viol ou d'agression sexuelle. Dans leur livre « Anatomie d'une prédation », Alice Augustin et Cécile Olivier décrivent une prédation qui aurait eu pour décor les plateaux de télévision comme les bancs de la faculté et pour mode opératoire, l'hypnose, l'emprise psychologique et la domination. Selon les journalistes, 10 plaintes ont été déposées. Plus de 90 femmes dénoncent aujourd'hui les agissements du célèbre psychanalyste qu'ils contestent vigoureusement et pour lesquels il reste présumé innocent. Un chroniqueur que je vois régulièrement à la télé, quelque chose de familier, donc j'ai confiance en lui. Il a une telle aura, c'est un intellectuel, puis en particulier un psychanalyste, il est censé soigner les âmes blessées, il est censé soigner les âmes qui ont eu des traumatismes, il n'est pas censé en créer. Alors qui est Gérard Miller ? De quoi est-il accusé ? Qui savait ? Qui n'a pas voulu voir ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Alice Augustin et Cécile Olivier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux journalistes. Alice Augustin, vous êtes grand reporter société et violences sexistes et sexuelles au magazine Elle. Et Cécile Olivier, vous êtes grand reporter police-justice dans le même magazine. Vous avez toutes les deux publié ce livre, Anatomie d'une prédation, à propos de Gérard Miller, aux éditions Robert Laffont. C'est un livre qui fait de nombreuses révélations sur les agissements dont serait coupable le psychanalyste Gérard Miller. Alors avant toute chose, peut-être que celles et ceux qui nous regardent ne connaissent pas bien cette personne, donc on va essayer de retracer un petit peu le parcours de celui qui a aujourd'hui 76 ans, qui a eu une très longue carrière, des postes multiples. Il est décrit comme psychanalyste, professeur des universités, écrivain, réalisateur, acteur de théâtre et de cinéma, chroniqueur et éditorialiste à la radio et à la télévision. Il a écrit une quinzaine d'ouvrages, il a réalisé des documentaires, il a officié pendant des années dans de nombreux médias. C'était vraiment une figure importante du paysage public, notamment à la télévision, en tant que chroniqueur et animateur. Il a aussi été engagé politiquement toute sa vie, à gauche. Est-ce que vous, c'était un homme que vous connaissiez bien avant cette enquête, et comment est-ce que vous le décririez ? Alors oui, c'était un personnage qu'on connaissait par les émissions auxquelles il a participé. On a nous aussi regardé, on a tout essayé quand on était plus jeune. Mais c'est vrai qu'il était un peu sorti des radars depuis quelques années, puisqu'il est plus âgé, qu'il est moins invité partout. Mais son engagement politique auprès de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années l'a fait aussi remonter sur le devant de la scène. Il a été très présent, très engagé à ses côtés pendant plusieurs années. Donc c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut le connaître aujourd'hui pour être un ancien compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon. Et cette émission, donc on a tout essayé, c'était extrêmement populaire à la fin des années 90. Il faut se remettre dans le contexte, il n'y avait pas Internet, donc la télé avait un vrai pouvoir, et c'était vraiment l'émission dont tout le monde parlait tous les jours, et lui, il y était 5 jours par semaine. De 2000 à 2007. Et il a commencé dans les médias à la fin des années 80, en 1988, avec une colonne dans Libération. C'était un peu le psychanalyste de la télé, que beaucoup de personnes connaissaient, peut-être effectivement plus de la génération de mes parents, mais moi je me souviens par exemple l'avoir vu à la télévision quand j'étais plus jeune. Et alors vous l'écrivez dans ce livre, le point de départ de cette enquête, c'est une séquence dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Qu'est-ce qu'il dit dans cette séquence et pourquoi est-ce que ça va déclencher le début de cette enquête ? Alors, il faut peut-être rappeler la genèse de cette séquence. En fait, c'est que donc juste avant, il y a l'affaire Judith Godrèche et Doyon et Benoît Jacot qui a émergé. Et il se trouve que Gérard Miller, lors d'un de ses documentaires, a interviewé Benoît Jacot à propos des jeunes actrices avec qui il couchait, donc des actrices mineures. En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous ? Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit,
On n'a pas le droit, en principe, je crois. Donc, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi, en principe, j'avais pas, et moi, 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Jaco, qui est accusé par Judith Godrèche, Exactement. notamment de viol. De violences sexuelles. Et donc, cette séquence, Judith Godrèche sort cette séquence, ou en tout cas en reparle, et elle refait grand bruit. Et Gérard Miller, qui est quand même relativement complaisant dans cette interview, est obligé d'aller s'expliquer sur le plateau de C'est ce soir, de faire un peu son mea culpa. Et c'est là qu'intervient cette séquence dont vous parlez, qui est... Il explique, en fait, il chante les louanges de MeToo en disant que la fierté de la France, c'est la parole des femmes. Et c'est un peu cette phrase qui a causé sa perte, puisque certaines femmes vont le voir dire ça à la télévision, des femmes qui affirment avoir vécu des agressions avec lui, et elles vont se dire mais c'est pas possible qu'il vienne dire ça. Et là, certaines vont commencer à nous appeler. Pourquoi vous, spécifiquement? Alors, elles ont appelé plusieurs médias en réalité. Il y a plusieurs choix. Il y avait déjà des premières alertes de certaines femmes qu'on ne connaissait pas auprès de médias qui n'ont pas commencé à enquêter. Ça arrive, parfois on n'a pas le temps ou pas l'énergie ou pas de le faire. Et puis il se trouve qu'une personne de mon entourage s'était vue proposer de l'hypnose quand elle était très jeune et elle nous a appelés en nous expliquant qu'elle connaissait d'autres femmes à qui c'était arrivé. Et donc de là, notamment Muriel Cousin, qui a parlé à visage découvert dans la première enquête. Et donc, c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quand même matière à enquêter, puisqu'on avait déjà au moins connaissance de l'existence de 3 femmes qui auraient été hypnotisées à l'époque par Gérard Miller et agressées. Donc, dans ce livre, il y a 80 témoignages. Vous dites qu'il y a 80 témoignages qui sont recensés. Comment est-ce que vous vous y êtes prise à partir de ce premier témoignage pour mener cette enquête qui va donner lieu à un livre? En fait, on a publié un premier article où on avait une dizaine de témoignages et notamment, il y avait une personne qui l'accusait de viol et les 2 autres d'agression sexuelle. Et c'est dans les heures qui ont suivi la publication de cet article qu'on a été littéralement assaillis de coups de fil, de messages sur nos réseaux sociaux, sur nos comptes Instagram, etc., de femmes qui nous disaient « Mais ce que vous avez écrit dans votre article, j'ai vécu la même chose et je pensais être toute seule et je me rends compte qu'en fait, on était très nombreuses. » Et ce qui est important de dire, nous, ce qui nous frappe quand on reçoit ces messages, c'est qu'elles sont très précises dans leur description. Elles décrivent un même mode opératoire et surtout des lieux identiques. Elles parlent toutes, par exemple, d'une pièce japonaise ou japonisante. Elles appellent ça comme ça parce que ça avait des tentures rouges et puis un décor un petit peu zen. Et nous, on se dit, mais en fait, c'est des femmes qui viennent des 4 coins de France, qui se sont jamais parlé. Elles relatent toutes les mêmes faits, elles décrivent les mêmes lieux. Et ça, pour nous, c'est très fort parce que on voit tout de suite leur sincérité, en fait. Ce que vous décrivez dans le livre, c'est vraiment un mode opératoire. On y reviendra un peu plus en détail, où c'est des témoignages qui parfois sont quasiment exactement les mêmes dans la manière dont ces femmes-là s'expriment. On peut pas évidemment tous les relater. Les premiers qui arrivent dans le livre, c'est celui d'Aude, qui vous contacte donc juste après la publication de cette première enquête dans Elle. Elle vous raconte une histoire qui date de 2001. À l'époque, elle est lycéenne, elle a 17 ans. Lui, il en a 53. Elle regarde On a tout essayé à la télé et elle essaie de contacter avec son ami Gérard Miller, qu'elle voit à la télévision, pour un article pour son lycée. Il va accepter cette interview et les événements vont prendre une tournure tout à fait inattendue. Oui, alors elle y va une première fois chez lui. Elle est accompagnée d'une amie et d'un garçon, ami également. Et d'ailleurs, quand il voit le garçon, il dit « Ah, vous êtes venu avec votre garde du corps ». Ce jour-là, il se passe rien de particulier. Ils sont donc dans ce fameux hôtel particulier dans le 11e arrondissement. Mais elle va qui est le lieu où il vit et où se déroulent la plupart des événements. Absolument. Et donc, elle va y retourner parce qu'il est toujours extrêmement sympathique, courtois. Et puis en plus, il va prendre leur numéro de téléphone, il va leur envoyer des SMS alors que il est à la télévision. Donc elles ont 17 ans, ça les fait rire. Elles se sentent importantes. Donc elles y retournent une deuxième fois, toutes les deux, sans le garçon. Cette fois-là, il va leur proposer de l'hypnose, mais la copine qui est avec Aude, elle le sent pas. Elle dit non, moi je ne veux pas. Et donc Aude va y retourner une troisième fois parce qu'il l'invite à un spectacle. Il l'invite d'ailleurs ce jour-là également à un brunch avec Laurent Ruquier. Et puis il va l'inviter chez lui. Et là,
Aude raconte quelque chose qui peut être qualifié de viol au regard de la loi, puisque elle décrit en fait une sorte de trou noir où elle se retrouve dans un lit avec lui allongé sur elle, où il l'aurait interrogée sur sa virginité. Elle répond qu'elle est vierge. Il lui dit je serai pas ton premier, mais on peut faire d'autres choses. Et là, Aude raconte qu'elle aurait été forcée de lui faire une fellation. Ça, c'est donc le premier témoignage d'une très, très longue série avec des événements qui vont de 1988 jusqu'à 2020. Le dernier témoignage, c'est celui de Mathilda, qui a 18 ans en février 2020, qui est étudiante en psychologie, qui doit réaliser une interview d'un professionnel dans ce domaine. Il y en a plusieurs fois, ce type d'approche. C'est-à-dire que c'est les victimes présumées qui elles-mêmes vont contacter Gérard Miller. Donc elle le contacte et lui propose de venir dans les studios d'une chaîne info. Il va passer déjà la chercher en scooter pour l'amener jusqu'au studio de la chaîne info et après il lui dit je vais répondre à tes questions, c'est ce qu'elle raconte. Il lui propose de manger une pizza dans un restaurant à côté de chez lui et en fait elle se retrouve devant son hôtel particulier au lieu d'être dans la pizzeria parce qu'il dit qu'il doit nourrir ses chats et là s'enclenche une fois de plus ce mode opératoire. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Sur Mathilda, elle est étudiante en psychologie, donc elle est vraiment passionnée par la matière. Et lui, il est psychanalyste, il est brillant, donc ils échangent beaucoup. Et à un moment, il lui aurait dit, si tu veux, je peux te faire certains tests psychologiques. Donc elle, évidemment, ça l'intéresse. Et là, donc, elle raconte qu'il lui demande de fermer les yeux, de s'allonger, de se mettre à l'aise, d'imaginer un coffre au fond de la mer, par exemple. Et là, elle raconte qu'elle subit des attouchements sous ses vêtements, qu'elle est tétanisée, elle n'ose rien dire. Et quand elle se réveille, eh bien, il lui aurait dit que suite à ce test psychologique, qu'elle n'avait pas assez d'estime d'elle-même. Parce que, par exemple, quand il lui dit d'imaginer un coffre au fond de la mer, il lui dit « mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Et en fait, elle dit « il n'y a rien, il n'y a que de la poussière. » Et il lui dit « tu manques d'estime de toi. » Et ensuite, il lui aurait commandé un taxi en disant au chauffeur de taxi, surtout, prends bien soin d'elle. Et Mathilda raconte que quand elle se retrouve dans ce taxi, elle fait une crise de panique. Elle fond en larmes parce qu'elle est très choquée d'avoir été, selon son récit, avoir subi des attouchements d'un homme qui a 73 ans. Hein. Elle en a 18. Et d'ailleurs, elle appelle son petit copain en panique et ce petit copain nous raconte qu'elle était vraiment dans un état second au moment où elle lui raconte cette scène. Oui, c'est ça qui est un petit peu la spécificité aussi de cette affaire, c'est qu'il n'y a jamais de violences physiques qui sont décrites par aucune des victimes. On est toujours dans cette espèce de mode opératoire où, là, en fait, elle ne sait pas qu'elle va à la base chez lui, elle pense qu'elle va manger... C'est très progressif, en fait. Oui, et à ce titre, cette enquête, cette affaire, elle est vraiment très parlante parce qu'en fait, on a vraiment ce cliché de ce que c'est un vrai viol. Un vrai viol, ce serait l'inconnu dans le parking avec un couteau qui vous menacerait. En fait, on le sait, c'est statistique, ces viols-là sont les plus rares et sont minoritaires et en majorité les agresseurs sont connus des victimes. Donc c'est ça aussi que raconte cette affaire, c'est que on peut commettre des violences sexuelles sans avoir recours à la violence physique, ni même là dans ce cas à la menace. Et c'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est que tout ce que racontent ces femmes au fil des nombreux témoignages qu'on a engrangés, c'est toujours une approche sous couvert d'amitié ou d'intérêt qu'il a pour elle ou de plans pour les aider à travailler, etc. Donc c'est toujours, ou en marge des émissions de télé, c'est toujours bon enfant, il est très sympa, très courtois, ouais. Voilà, c'est ce qu'elles décrivent. Il a beaucoup d'humour, il s'intéresse à elle, c'est un beau parleur, mais c'est aussi un psychanalyste, donc il sait aussi, il connaît bien la psyché des gens, il sait aussi comment être très charmeur, et en fait, tout du long de leur récit, on voit bien que tout se fait par des invitations à des spectacles, à venir chez lui, on va parler d'un bouquin, je vais te faire voir un film. À aucun moment, en fait, elles ne sentent qu'il y a un danger. Même si certaines disent à un moment, quand elles sont dans l'hôtel particulier, bon, qu'est-ce qu'on fait là ? On ne sait pas trop. En fait, il y en a une, c'est Muriel Sachs qui a eu une image assez parlante qui dit c'est un peu comme la grenouille plongée dans l'eau froide et la température monte petit à petit et puis quand ça bout, en fait, c'est trop tard et on sait
passé aperçu de rien. Et c'est un facteur important, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de violence comme ça visible, parce qu'il y en a de la violence, d'après leur récit, mais pas de la violence physique, etc. C'est quelque chose aussi qui a peut-être explique que cette histoire ne sort que des années et des années après, puisqu'en fait, ces femmes, face à ça, elles n'ont pas forcément réussi à mettre les mots d'agression sexuelle ou de viol sur ce qu'elles nous racontent aujourd'hui, parce que on n'a pas cette image de l'agresseur sexuel comme ça. Et puis elles ont eu de la culpabilité aussi, en se disant mais en fait j'ai accepté d'aller regarder ce spectacle avec lui, d'aller chez lui, donc il y a une honte aussi qui les a empêchées de dénoncer les faits plus tôt. On parle quand même là de dizaines et de dizaines de témoignages de femmes qui décrivent la même chose pour beaucoup d'entre elles, qui décrivent un mode opératoire où la plupart du temps ça se termine dans cet hôtel particulier avec une séance de psychologie, d'hypnose qui va être proposée et petit à petit les choses vont déraper. Je ne sais même pas si le terme est approprié, mais en tout cas vont prendre une tournure qui va beaucoup heurter les personnes qui vont justement témoigner dans votre enquête. Il y a plusieurs terrains de chasse, en tout cas ce qui est décrit comme des terrains de chasse. Il y a premièrement le plateau de télévision, ce qui pose énormément de questions. C'est-à-dire qu'il est à la télévision et qu'entre les prises, il peut, à certains moments, aller voir des personnes, des jeunes femmes, souvent dans le public, et leur proposer, de le suivre. Alors, c'est intéressant parce que, en plus, certaines jeunes filles nous ont raconté qu'elles avaient été un peu castées dans la rue. C'est-à-dire qu'elles se baladaient dans le quartier du Moulin Rouge et qu'on leur dit « Ah, vous voulez pas venir assister à une émission ?» Et évidemment, c'est souvent, vous savez, la télé, c'est les plus jolies qu'on met au premier rang. Et donc, pendant les pauses, il allait voir les personnes au premier rang pour, pareil, c'est toujours très courtois, pour demander « Tu as quel âge ? Tu es en quelle classe ? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et puis, de façon très amicale, c'est là qu'ils proposaient de visiter les loges, et puis de venir à un spectacle, à une pièce de théâtre, et puis après ça se serait terminé toujours selon leur récit par des invitations chez lui. Mais ce qui est intéressant dans l'univers de la télé, c'est que on a été interroger tous ces gens qui avaient travaillé avec lui, et c'est qu'on voit qu'il y avait vraiment deux univers. Il y avait celui du petit peuple, on va dire, de la télévision, c'est-à-dire les assistantes d'édition, les techniciens, qui eux avait remarqué certaines choses sur le plateau, puisqu'il et qui témoigne dans le livre. Oui, et qui parle de ce qu'ils appellent son manège, c'est-à-dire qu'ils le voyaient tous les jours, parce que vous savez, ils mettent le micro et ils entendaient. Comme on a là. Ce qu'il disait, ils entendaient bien qu'il allait absolument tous les jours parler à des jeunes filles, très jeunes filles, parfois mineures, pour récupérer le numéro de téléphone, pour les inviter, etc. Il y a aussi les assistantes de production qui disaient, c'est vrai qu'on le voyait faire, et c'est vrai qu'il y avait, par exemple, la blague des rédacteurs en chef, leur blague préférée, c'était de dire « Ah, mais toi, t'as 22 ans, t'es beaucoup trop vieille pour lui ». Donc, il y avait quand même cette atmosphère. Et puis, il y a l'autre monde de la télévision, qui était les chroniqueurs, donc les gens autour du plateau avec Laurent Ruquier, qui étaient un peu des stars à l'époque. Encore une fois, c'était une émission extrêmement populaire, et qui, eux, disaient « Mais non, enfin, si on avait vu quelque chose, évidemment qu'on lui aurait dit... » Ils ont quand même tous plus ou moins vu certaines choses. Ça, ils l'admettent ils sont quand même... Je pense pas qu'ils avaient la mesure de mais qui disaient, eux, mais c'est ces jeunes filles qui venaient vers nous, parce qu'on était connus, parce qu'elles étaient contentes d'être dans l'émission, et parce qu'on était des stars, et que donc c'était plutôt... Oui, mais ils voyaient bien aussi que Gérard Miller passait beaucoup de temps à aborder les jeunes filles dans le public. Et ils en plaisantaient. Voilà, c'était plus sur le registre de la plaisanterie. Ah, sacré Gérard, quel don Juan ce Gérard. Donc on voit bien que, on peut pas parler de complicité, mais en tout cas, qu'il y avait une forme de culture, d'atmosphère ultra sexualisée à la télé, mais ça, c'est pas un scoop. Il suffit de revoir les interviews de l'époque qui circulent beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux pour comprendre l'ambiance de ce que pouvait être la télé au début des années 2000. Donc il y avait une forme de complaisance. C'était même valorisé. C'est Sandrine Rousseau qui parle de ces trophées que représente la jeune fille à l'époque. Voilà, c'est valorisant pour un homme connu d'être entouré de jeunes filles, de se balader avec des jeunes filles, de les emmener au théâtre, au cinéma, etc., ou dans les spectacles. Et certaines nous racontent même que au moment où elles sont avec Gérard Miller, que les autres chroniqueurs, je pense à Bruno Mazur notamment, qui passe et qui dit « Ah Gérard, t'as encore ramené tes petites cousines ». Et que là, elles comprennent que c'est absolument tous les jours
qu'il est accompagné de jeunes filles. Mais c'est vrai que dans le public, il y avait aussi parmi ces jeunes filles beaucoup de fans de l'émission. Enfin, c'était des jeunes filles dont les parents étaient fans. Il y en a une, Mathilde, qui a témoigné dans notre première enquête. Aujourd'hui, elle témoigne à visage découvert plus facilement. En fait, elle espérait même avoir un autographe de Gérard Miller pour faire plaisir à son père, parce que son père était fan de lui. Donc on voit vraiment aussi qu'il y avait un ascendant à ce niveau-là. Et pour lui, c'était très facile. C'est peut-être ça qu'on peut décrire. Ouais. C'est ce rapport de pouvoir qui aujourd'hui est parfois compliqué à qualifier et à objectiver. Mais Gérard Miller était une star à cette époque-là. Et les jeunes femmes, déjà, sont très jeunes. Donc de par l'âge, par définition, ont moins d'expérience, vont peut-être moins être capables de se défendre, moins se méfier. Et puis surtout, elles sont dans un état d'admiration et de confiance aussi. C'est ça que vous décrivez ? Oui, et puis alors, il est une star de la télévision. Il est également psychanalyste, c'est-à-dire un statut de soignant, de sachant, qui a un petit peu aussi endormi leur méfiance, puisque certaines nous disent « Mais comment j'aurais pu me douter ?» Pour moi, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui prend soin des gens, qui soigne les âmes. Mais ce qui est intéressant dans le domaine de la télévision, comme dans d'autres domaines, c'est que c'est la question du regard qu'on avait à l'époque aussi. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, si on voyait un quinquagénaire aller absolument tous les jours à la rencontre de jeunes filles, parfois mineures, peut-être que certains des chroniqueurs ou les rédacteurs en chef, les producteurs auraient dit « Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Est-ce qu'on va pas quand même garder un œil sur lui ?» Mais à l'époque, en fait, on ne voyait pas ce qui aujourd'hui pourrait peut-être sembler problématique. Donc il y a ce premier lieu qui sont les plateaux de télévision. Il y a un deuxième lieu où il y a une dizaine de témoignages, c'est l'université, puisqu'il est enseignant pendant plusieurs années à Paris 8. Là, vous avez une dizaine de témoignages d'étudiantes qui expliquent qu'il est allé, là aussi, aborder de très jeunes femmes parmi ces étudiantes. Alors oui, des profs d'abord de sciences politiques, il me semble, puis de psychanalyse à Paris 8, qui a été fondé par Jacques Lacan, dont il était très proche à l'époque par l'intermédiaire de son frère. Donc il bénéficie aussi de cette aura, puisque le grand frère de Gérard Miller, Jacques-Alain Miller, était le gendre de Lacan. Donc, qui est une sorte de superstar dans de la psychanalyse. Donc Gérard Miller, lui, est prof dans cette fac. Il devient même directeur du département de psychanalyse au cours des années. Et il y enseigne. Et c'est vrai que dans la première enquête, on avait déjà des bruits autour de la fac. Et après, des étudiantes nous ont contactés. Et on avait des premiers témoignages qui ressortaient, en fait, et après qui ont été confirmés par d'autres. Qu'il semble ressortir, c'est que à la fin des cours, il avait pour rituel de demander surtout aux étudiantes de venir lui parler pour évoquer des points du cours ou parler de leurs devoirs ou de leur orientation, etc. Et que c'était une manière, d'après leur récit, de les attirer chez lui pour discuter plus amplement. Et donc, certaines anciennes étudiantes de Gérard Miller nous ont raconté des agressions sexuelles qu'elles auraient subies, en pensant aller voir ce professeur qui était aussi un peu une star de la fac, parce que c'était quelqu'un qui était fort en gueule, qui avait un bagou incroyable, qui était donc proche de Lacan, mais qui était aussi à la télé. Donc, c'était un peu la star de Paris 8. Et donc, comme ça, une dizaine d'étudiantes racontent effectivement être tombées dans la gueule du loup. Alors, certaines étaient dans ces cours et d'autres étaient dans d'autres départements de Paris 8, mais venaient lui solliciter un interview ou alors un conseil d'orientation. Donc, effectivement, Paris 8 aussi. Et quand on a interrogé aujourd'hui les gens de la fac, il faut savoir que déjà, on n'a pas eu de retour de Paris 8 qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Au moment où l'affaire est sortie, ils ont très peu communiqué. Il y a eu un communiqué de presse très évasif, ce qui a d'ailleurs irrité certaines profs syndiquées là-bas qui ont accepté de nous parler dans le livre. Mais on a eu aussi, c'était intéressant de pouvoir retrouver des anciens collègues, des présidents du FR de l'époque, et qui racontent un peu la même chose qu'à la télé. Alors là, sous un autre angle, puisqu'on est dans une université plutôt orientée à gauche, un peu en pointe sur les questions politiques, les questions de genre, les questions d'économie sociale, etc. Et qui nous disaient, oui, à l'époque, nous, on était dans une période où on ramenait les étudiants en voiture. Quand on interviewe les étudiantes comme les professeurs, il y avait quand même une ambiance qui était, pareil, assez laxiste. Il n'y avait pas de cellule d'écoute sur la question des violences sexistes et sexuelles. Il y avait beaucoup de liens entre les élèves. Et puis, il y avait une culture comme ça, un peu libérée, quoi. Donc, on ne voyait pas forcément. Mais
il était aussi, c'est assez connu que les professeurs pouvaient très facilement draguer les étudiantes. Donc tout ça était un peu flou, un peu, voilà. Mais il y a quand même donc la secrétaire de Gérard Miller qui témoigne dans le livre et qui nous raconte quand même qu'à un moment, elle essaye d'alerter sa hiérarchie parce que certaines étudiantes seraient venues se plaindre en disant « mais est-ce que c'est normal que ce professeur nous demande en plein cours si on pratique des fellations, par exemple ?» Elle en a alerté sa direction qui lui aurait gentiment fait comprendre de la boucler littéralement. Et donc cette secrétaire aujourd'hui nous parle dans ce livre très librement. Et elle a dû à l'époque quitter son poste puisqu'elle s'est sentie totalement pas entendue en fait par la direction. Et on révèle aussi dans ce livre que c'était pas les seuls problèmes de Gérard Miller avec l'impunité. Voilà, ça a son importance pour la suite, parce que vous décrivez aussi dans le livre des choses qui pour le coup n'ont rien à voir avec des violences sexuelles, mais qu'il y a des personnes qui ont travaillé avec lui à la faculté qui décrivent des pratiques plus ou moins de triche en fait avec l'argent de la fac, de surfacturation de cours, facturer des choses à des étudiants où normalement ils n'étaient pas censés le payer. Et là encore, c'est la secrétaire qui alerte là-dessus. Mais alors, ça n'a rien à voir avec les violences sexuelles, mais nous, on a trouvé ça intéressant d'en parler parce que ça montre un sentiment d'impunité, un rapport à la loi assez problématique et surtout le statut de cet homme qui apparaissait intouchable. Et on a récupéré des mails, des échanges de mails où donc les gens du département en parlent en disant mais qu'est-ce qu'on fait, où ils l'appellent le gourou. Voilà. C'est dire les gens de l'administration parlaient de lui en qui le voyaient comme intouchable en fait. En tout cas, il y a une petite partie où vous décrivez ça. Voilà, on laisse le suspense pour après parce que du coup ça a son importance pour la suite. Le bilan, c'est celui-ci aujourd'hui dans votre livre, c'est que parmi les personnes que vous avez interviewées, 7 accusent Gérard Miller de viol, 26 d'agression sexuelle et des dizaines vous livrent des récits de tentatives d'hypnose ou de rendez-vous empreints de malaise. 8 personnes parmi vos témoins ont porté plainte et il y en aurait 10 si on compte 2 témoins supplémentaires qui sont confiés à Mediapart, c'est bien ça 10, voire même un peu plus, puisqu'on a appris par certaines avocats et avocates que d'autres victimes présumées existeraient et auraient porté plainte, mais c'est pas forcément des femmes qui ont témoigné dans notre enquête. En fait, le parquet de Paris refuse de dire combien il y a de plaintes en tout pour l'instant. Donc, on essaye de faire, nous, notre propre décompte. Et souvent, on a croisé des avocates qui disent « Ah, mais moi, j'en ai 2 de plus. » Donc voilà, les chiffres bougent. Il faut préciser que suite à l'apparition de nos enquêtes, donc le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Voilà, préliminaire. Donc Gérard Miller est toujours présumé innocent. Il n'a toujours pas été entendu ni placé en garde à vue. Donc on attend la suite des événements. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une plainte contre Gérard Miller. Ça, c'est ce qu'on découvre plutôt à la fin du livre, c'est qu'une plainte avait déjà été déposée contre lui il y a très longtemps, en 2003, pour agression sexuelle par Vanessa. Alors, on l'a appelée Vanessa et elle nous a contactés, pareil, après avoir lu nos enquêtes, en expliquant que en 2003, elle raconte le même scénario que les autres, en fait, où elle va dans une émission avec une copine, qu'elle croise Gérard Miller, qui est extrêmement sympathique et qui leur propose de devenir testeuse de spectacles. Il dit voilà, vous pouvez aller voir des spectacles gratuitement et puis vous nous faites des fiches pour l'émission, ça nous sera très utile. Donc elles sont étudiantes, elles sont très intéressées et il leur aurait dit mais passez voir ma secrétaire, elle va vous arranger tout ça. Et donc un rendez-vous est pris et puis quand elles arrivent, elles se rendent compte que dans cet hôtel particulier, il n'y a pas de secrétaire et que c'est pas son bureau, c'est chez lui. Mais c'est des jeunes filles, bien élevées, timides, elles n'osent pas faire prendre le chemin du retour. Donc elles rentrent dans cet hôtel particulier. Là, il leur aurait proposé à boire et puis il leur aurait proposé également une séance d'hypnose où Vanessa raconte qu'elles sont toutes les deux allongées sur un lit et que c'est toujours, elle raconte la même chose que les autres, que il leur fait fermer les yeux, s'allonger, etc. Et imaginez que là, imaginez le sable, le coffre au fond de la mer. Enfin, c'est un peu tout le temps les mêmes choses. Un cheval aussi qui représente leur rapport aux hommes. Et là, elles racontent qu'elles subissent des attouchements
sous leurs vêtements. Vanessa raconte qu'à ce moment-là, c'est son copain qui les sauve un peu parce qu'il appelle au téléphone. Elle dit « Ah, il faut que je réponde ». Et elles s'en vont et elles fondent en larmes en sortant de chez lui. Sa copine, qu'on n'a pas réussi à retrouver, la copine, elle dit « Non, moi je ne veux plus jamais qu'on en parle ». Et Vanessa dit « Mais moi je ne vais pas en rester là, je vais déposer plainte ». Et donc, quelques jours plus tard, elle se rend dans une gendarmerie des Yvelines parce que c'est là où elle habitait. Elle dit à la femme gendarme qui la reçoit, en fait, je sais même pas pourquoi je dépose plainte, mais on m'a fait quelque chose à laquelle je n'ai pas consenti. Et la femme gendarme lui dit, mais mademoiselle, c'est une agression sexuelle. Et plus rien ne se passe pendant 1 an. Et puis, elle est en cours à Nanterre et c'est un enquêteur qui l'appelle en lui disant « Mademoiselle, votre plainte, elle va être classée, mais ne vous inquiétez pas, on l'a convoqué, on lui a fait la leçon et il ne recommencera pas. » Et là, Vanessa nous dit « Mais en fait, donc lui, on lui a juste tiré les oreilles et il va rien se passer d'autre. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une chronologie et qu'on voit quand même que les témoignages après 2003 se calment quand même. Même si on retrouve des faits en 2008, 2014, 2020... Oui, ça marque le pas. Ça marque le pas. Donc, nous, notre hypothèse, c'est que peut-être il a vraiment été convoqué et qu'il a pris peur et qu'il aurait moins abordé des jeunes filles par la suite. Donc on a parlé de la télévision, de tout ce monde universitaire, les étudiantes. Il y a aussi les plateaux de cinéma et son cercle familial et amical. Et alors là, c'est quand même plus... Les plateaux de cinéma, on va passer peut-être vite dessus parce que c'est peut-être pas si... Enfin, il y en a eu quand même quelques témoignages. En fait, il était scénariste pour certains réalisateurs, effectivement, et en marge des tournages, il venait en tant que scénariste, ce qui n'est pas trop la place d'un scénariste normalement, pour proposer aux actrices de bosser leur rôle chez lui. Et c'est dans ce cadre-là que Anna Mouglalis a parlé à visage découvert dans notre première enquête, ce qui était très important pour nous de la voir, parce qu'elle est connue, parce que c'est aussi, ça donne du pouvoir de la force à notre enquête. Et elle raconte comment à l'époque il l'avait abordé pour parler du rôle, et c'était pareil, ça s'était fini en proposition d'hypnose qu'elle avait refusé complètement outrée, et il lui dit je vais donner tes répliques à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, mais après le cercle familial, oui, ça c'est quelque chose qu'on a découvert aussi assez rapidement, puisque dès la première enquête, en fait, on avait un témoignage d'une ancienne baby-sitter de ses enfants qui évoque des faits d'agression sexuelle, et très rapidement dans les témoignages qu'on a commencé à recevoir en masse après la parution, la petite copine de son beau-fils, Narges, qui affirme avoir été violée lors de vacances dans un club med en Tunisie. Et on a même eu le témoignage d'une fille lycéenne d'un collègue de France Inter, Alain Sachs, le scénariste, qui raconte également que un jour, elle témoigne sous son vrai nom d'ailleurs, en on, comme on dit, où elle raconte qu'un jour où elle pouvait pas accompagner son père à une émission, Gérard Miller aurait dit « Mais moi, je peux m'occuper de ta fille et l'emmener moi-même à l'émission ». Et ce jour-là, Muriel raconte que, pareil, il lui a proposé une séance d'hypnose et elle décrit une agression sexuelle. Et il y a eu d'autres femmes aussi, de témoignages de jeunes filles issus de son cercle familial proche. Par exemple, on a des histoires, des témoignages, alors pas forcément qui aboutissent à des agressions sexuelles d'après leur dire, mais ça peut être aussi des propositions d'hypnose qu'elles refusent, etc. Mais pour résumer, on a d'après les témoignages qu'on a reçus, on a compris que le cercle proche, familial, amical pouvait également être une source pour accéder aux jeunes femmes. Mais alors la grande question qui subsiste, c'est qui savait ? Qui était au courant? Puisque là, en tout cas, il y a des dizaines c'est un des cas quand même où il y a le plus de témoignages récents dans la sphère médiatique honnêtement, française. On ne peut pas vous affirmer que quelqu'un savait réellement ce qui se passait. L'ampleur de... Non, parce que on a quand même interviewé beaucoup de gens, même les chroniqueurs, etc. Tous le disent, ils sont tombés de l'armoire. C'est vraiment tombés de leur chaise. C'est l'expression qui revient le plus souvent. Mais factuellement, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes à la fac de cette secrétaire qui a essayé d'alerter. Et c'était pas sur les agressions sexuelles, c'était sur des propos déplacés en classe. C'est pas tout à fait pareil. Mais une alerte qui remonte, tu peux quand même te pencher dessus et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça se ferait. Il y a eu à la télévision des techniciens
qui avait repéré un manège qu'il trouvait problématique. Il y a eu une plainte qui a été déposée en 2003 et qui a été classée sans suite. Sandrine Rousseau a également reçu sur une boîte mail qu'elle avait créée à l'époque pour recueillir des témoignages une alerte à propos de Gérard Miller qu'elle connaissait bien en plus puisque c'était un proche, mais comme elle le raconte, la CNIL a imposé la fermeture de cette adresse mail puisqu'elle n'avait pas le droit de recueillir des témoignages parce qu'elle n'était pas journaliste par exemple, et elle n'a pas pu relire le mail et le retrouver, mais bon, voilà. Donc, en fait, on voit qu'il y avait plein de petits points lumineux quand même qui se sont allumés, mais que personne n'avait fait. Parce que c'était dans des sphères très différentes. Et après, moi, je crois qu'ils sont sincères, les chroniqueurs, etc., quand ils disent qu'ils n'ont rien vu, mais je crois que parfois, on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux et que son image d'homme de pouvoir, de soignant, de star de la télévision, de Don Juan, cette image qui était un petit peu encouragée, a contribué à brouiller. Et puis l'époque aussi. C'était par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à la prise de conscience qu'on a sur les violences sexuelles, mais c'était la préhistoire à l'époque. C'était il y a 20 ans seulement. Mais nous, on a grandi, on a été jeunes adultes dans cette époque-là. On ne parlait jamais de ça. Ça n'existait pas. Et d'ailleurs, plein de femmes racontent qu'elles n'arrivaient même pas à mettre les mots viol ou agression sexuelle sur ce qu'elles disent avoir vécu. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre l'aveuglement, le tabou qui existait sur la question des violences sexuelles. C'était inaudible. Il y avait 0 cellule d'écoute nulle part, aucune prévention, aucune affaire ne sortait. Enfin, c'était vraiment une autre époque. Et c'est vrai que même aujourd'hui, donc on a interrogé beaucoup de gens de la télévision et que personne ne nous a jamais dit, mais ces jeunes filles, en fait, elles étaient sur notre plateau. On était censé assurer leur sécurité. Et on ne l'a pas fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et alors se pose la question des réactions. Quand vous sortez cette enquête, comment déjà réagit Gérard Miller lui-même ? Donc nous, on le contacte dans le cadre du contradictoire et lui, il fait un tweet en disant « Des journalistes de Elle vont porter des accusations graves contre moi ». Donc voilà, il essaye un peu de... Il envoie également un mail à tous ses contacts professionnels, amicaux, etc. pour leur dire, on a lu ce mail plus tard, que... des ordures, un torchon allait sortir sur lui, qu'il était mis en accusation pour des faits très graves, mais qu'il fallait absolument pas. Et il présente ça comme un complot d'extrême droite, en fait. Parce que il y avait, il faut le dire, une vidéo qui traînait sur YouTube depuis 5 ou 6 ans de Alain Soral, qui est une espèce de polémiste d'extrême droite, et qui disait que on lui avait répété que Gérard Miller violait des gens sous hypnose. Donc je lance un appel et je répète bien que Muriel Cousin m'a bien raconté à l'époque où nous étions amants qu'elle avait été violée par Gérard Miller sous hypnose. Mais en fait, ça paraissait tellement délirant que personne... L'extrême droite passe son temps à lancer des polémiques fausses. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il a essayé de faire passer ça pour un complot d'extrême droite auprès de ses connaissances. Mais ça, on l'a su que plus tard. Et après, en fait, dans le cadre du contradictoire, il nous a fait une réponse assez succincte à l'époque. Mais qu'il a développé par la suite. Oui. C'est au moment où, en fait, où Mediapart en rajoute une couche en refaisant un article. Parce qu'après, il y a Mediapart, il y a un envoyé spécial. Oui. En fait, nous, on sort notre enquête. Mediapart, sur ce, sort une dizaine de témoignages. Nous, quelques semaines après, on en ressort 40 nouveaux, puis après encore 20 nouveaux, et après, effectivement, il y a un envoyé spécial qui se sert de nos témoignages pour faire une émission. Donc, face à l'accumulation, en fait, là, il a une réponse qui est à son image, en fait, assez subtile, assez argumentée, c'est-à-dire que il dit pas qu'elle mente, mais il dit qu'il a jamais contraint personne. Il dit il y a simplement eu des rapports inégalitaires, une asymétrie de pouvoir. De pouvoir. Donc en fait, il ne nie pas avoir eu les avoir rencontrés, les avoir invités dans son hôtel particulier. Ça, il le nie pas, mais il admet qu'il a pu, de par son statut d'homme puissant et connu, il a pu exercer sans s'en rendre compte une asymétrie de pouvoir. Voilà. Et ne pas se rendre compte qu'en fait, elle n'était pas consentante. Sachant que ce que nous racontent les filles, il y en a certaines quand même qui seraient sorties de chez lui en larmes. Je pense à Mathilda qui a fait une crise de panique, mais tout psychanalyste qu'il est, il n'aurait pas remarqué qu'il y avait un malaise. Lui, il affirme, et d'ailleurs il ne cesse de l'affirmer, qu'il n'a forcé le consentement d'aucune femme. Et le dernier
moment où il va s'exprimer, c'est aussi dans le contradictoire de ce livre, puisque avant la parution, vous l'avez contacté pour qu'il puisse expliquer tous les témoignages, puisque vraiment, il y a beaucoup de témoignages. Et alors, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, ça avait son importance, cette histoire d'université, c'est qu'il va pas du tout répondre sur les faits d'agression sexuelle et de viol. Il va répondre et faire un très long droit de réponse que vous avez joint au livre, publié, où il parle de tous les détails de de quoi il est accusé sur l'université, l'aspect financier. L'aspect financier de l'université, parce qu'il a été accusé par certaines personnes d'avoir surfacturé. Donc là, par contre, il y a une très très longue réponse sur ça, mais pas sur le reste, parce qu'il dit qu'il réserve ça pour la justice. Depuis le deuxième volet de notre enquête, il ne nous répond plus en fait. Il nous a répondu sur le premier volet, et après il a pris le service d'une avocate qui lui a conseillé donc de ne plus s'exprimer. Donc en fait, sur la question des violences sexistes et sexuelles, il ne répond plus. Enfin, il nous a quand même fait une réponse quand même sur le livre en disant que c'était... On était de grands inquisiteurs. Voilà. Enfin, c'est pas lui, c'est son avocate. Voilà. Mais oui, c'est vrai que sur les accusations de viol et d'agression sexuelle, il refuse de répondre. Il dit qu'il réservera ses déclarations à la justice. Et en revanche, sur les problèmes financiers, il a fait une très très longue réponse. On n'a pas tout compris, mais du coup, on l'a publié in extenso. Et alors, quelles ont été les répercussions de ce livre, au-delà des répercussions judiciaires, parce qu'on a dit l'enquête est en cours, donc pour l'instant, il n'y a pas de suite, il n'a pas été inquiété pour l'instant. Que s'est-il passé du point de vue institutionnel et du point de vue médiatique ? Pas grand-chose. Parce qu'il a démissionné de il a démissionné de sa fonction, la fonction qu'il occupait à l'école de la cause freudienne, qui est, entre guillemets, l'institution de psychanalytique qui avait été fondée par Lacan et puis dirigée par son frère. Paris 8, il était déjà à la retraite depuis quelques années. La télé, il en faisait pas beaucoup, mais c'est sûr qu'il était quand même toujours invité. Bon, là, il est plus invité nulle part, ce qui paraît normal. Bon, c'était quelqu'un qui était déjà un peu sorti des radars, et puis il était très proche de Mélenchon jusqu'il y a pas si longtemps. Il était revenu récemment quand même. Il avait participé à une émission avec Laurent Ruquier sur BFM parce qu'il avait produit aussi un documentaire sur. Ça, il faisait toujours des documentaires pour le service public. Il y avait quand même un petit retour récemment. Il était sur LCI. De toute façon, c'est quelqu'un. Il pouvait intervenir sur ce soir, sur des sujets de Exactement, oui, il était invité. Il pouvait être invité encore en tant qu'observateur de l'époque dans des émissions. Et il y a notamment un extrait d'une émission sur C'est ce soir où on le voit s'énerver contre Gérald Darmanin qui avait été visé à un moment par des accusations d'agression sexuelle, et il part dans une colère, il tape dans le micro comme ça et ça a fait un Larsen. Et c'est pour ça que ça a choqué quand les révélations sont sorties, c'est que il avait vraiment en plateau un personnage un peu de chevalier blanc. Et de féministe. C'est quelqu'un qui a défendu le féminisme. C'est quelqu'un aussi qui va aller sur le plateau d'Arrêt sur Image défendre le mouvement MeToo. Oui, alors là, on a complètement halluciné parce que c'est le jour où on lui envoie le contradictoire pour notre première enquête en disant certaines femmes vous accusent de ceci, cela, qu'on découvre qu'il est sur Arrêt sur Image. L'émission s'appelait Gérard Miller et les révolutions MeToo, et où il explique à quel point les hommes de sa génération ont pu faire certaines erreurs, mais que ils doivent se remettre en cause. Ils doivent se remettre en cause, etc. Il y a quand même la question presque de la psychologie, ou comment un homme de gauche qui dit défendre vraiment les personnes discriminées, se battre pour l'égalité contre les violences, qui va carrément défendre le mouvement MeToo, qui va être proche de Sandrine Rousseau, par exemple. Être proche, exactement, de figures comme Sandrine Rousseau, qui par ailleurs a depuis pris des distances extrêmement claires suite aux révélations. Qu'est-ce qui peut se passer dans la psychologie pour avoir une telle... Ça, justement, pour nous, c'est ce qu'on s'est toujours dit, c'est un peu l'angle mort de notre enquête, puisqu'on n'a jamais pu parler à Gérard Miller, on l'a jamais rencontré, il a toujours refusé, on n'a pas pu échanger avec lui. Et c'est vrai qu'on peut pas faire son analyse à sa place. Pour le coup, on va pas faire l'exercice que lui a fait toute sa vie, c'est-à-dire d'analyser les gens. Ce qu'on peut juste affirmer, c'est qu'effectivement, il y a comme une sorte de figure de Janus, c'est le mot qu'on a utilisé, qui se dessine. Donc cet homme qui aurait comme ça deux facettes, une facette d'homme progressiste, engagé à gauche, effectivement, qui a trompé bon nombre de féministes. On a interviewé notamment Mathilde Viau, qui a monté l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique et qui a écrit des bouquins sur la question.
qui nous raconte à l'époque, on est en train d'enquêter sur le premier volet, on n'a pas encore sorti une révélation, on l'appelle parce qu'on sait qu'il est proche de LFI et qu'elle était attachée parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Et à l'époque, elle nous dit Gérard Miller, mais il est très déconstruit cet homme. Parce qu'elle l'a rencontré sur un plateau télé à plusieurs reprises à l'Assemblée et qu'elle a été admirative de son discours, très féministe. Et elle nous dit même, moi j'ai un radar à connard. Voilà. Tout de suite, je les détecte. Et là, vraiment, il m'a semblé être un allié. Au point qu'elle c'est voulait... ça qui a pu être dangereux aussi pour les victimes présumées. C'est qu'on voit qu'il est capable d'avoir ce personnage, comme tu disais, de chevalier blanc, et derrière ce dont les femmes l'accusent je veux dire, extrêmement grave, et c'est tout ce qu'il y a de plus sexiste et misogyne en réalité. Donc c'est vrai que on peut pas comprendre ses ressorts psychologiques. Moi, on n'est pas psy, on lui a jamais vraiment parlé de ça. Peut-être que justement le moment de la justice, si un jour il y en a un, si un jour procès il y a, ce sera sûrement le moment aussi où on pourra comprendre cette zone d'ombre, comprendre sa personnalité, qui à mon avis est quand même un point important de cette enquête qu'on n'a pas encore pu élucider. Est-ce qu'il y a des suites de cette enquête que vous prévoyez ? Est-ce qu'il y a d'autres articles où ce livre pourrait être étoffé ? Ou est-ce que vous laissez vraiment la justice là faire son travail ? En fait, nous, ce qui nous a intéressés avec cette enquête, déjà on était frustrés parce qu'on avait tellement de témoignages et on n'avait pas pu tous les exploiter dans nos enquêtes, mais la question qui nous occupait, c'était surtout de savoir comment, avec autant de femmes le mettant en cause dans tellement de milieux différents, comment ça avait pu passer sous les radars pendant 30 ans, et est-ce que vraiment personne n'avait rien vu ? Et ça, je pense, cette question, on y a plus ou moins répondu. Après, on a, depuis la parution du livre, été contacté par d'autres femmes où il faut encore qu'on vérifie des choses. Mais je crois que le chapitre est refermé. En tout cas, je pense que d'un point de vue journalistique, la suite pour nous, ce sera éventuellement de chroniquer un procès si procès il y a. Et de refaire des enquêtes peut-être à ce moment-là, mais à ce stade, je pense qu'on a fait notre travail et qu'aujourd'hui, l'enquête suit son cours. On sait que les femmes plaignantes ont été entendues. C'est très long. C'est très long. Et certaines le vivent mal. Voilà, en disant même, mais regardez, c'est bien la preuve que ça sert à rien de déposer plainte puisque rien ne se passe. Mais il faut savoir que la justice, comme beaucoup de services publics, manque de moyens et que donc c'est très très long. En tout cas, on peut retrouver leurs témoignages dans ce livre, Anatomie d'une prédation, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Alice Augustin et Cécile Olivier d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager autour de vous si elle vous a semblé importante. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à bientôt.